Pourquoi certaines civilisations ont-elles disparu à leur apogée? Ce mystère déroute les archéologues. Ces cultures se sont évanouies, laissant juste assez de traces pour donner naissance aux mythes et aux mystères. Ces énigmes enflamment très vite les imaginations. L'Atlantide, engloutie par les flots, n'a rien laissé d'autre qu'une fascinante légende vieille de plusieurs milliers d'années. Mais il n'y a pas d'histoire plus fascinante que celle des formes mystérieuses tracées dans le sol d'un désert brûlant au sud du Pérou. Qui les a réalisées? De telles énigmes conduisent des scientifiques curieux et passionnés à s'interroger et à chercher des réponses. Que cela signifie-t-il? D'où cela vient-il? Comment percer les mystères de civilisations qui n'ont pas laissé de traces écrites? À la différence de l'Atlantide, les étonnantes lignes du Pérou sont restées inconnues des savants européens pendant des siècles. Mais à la différence d'une légende, elles offrent des objets plus concrets à étudier. Les premiers aviateurs qui ont survolé le désert péruvien ont découvert ces lignes et en ont révélé l'intérêt. Ils ont été étonnés de découvrir au-dessous d'eux que dans cette vaste terre vide et désolée se trouvaient de drôles de pistes d'atterrissage. Du ciel, des milliers de formes complexes sont visibles dans ces plaines inhabitées. La ville péruvienne la plus proche, Nazca, située à 400 km au sud de Lima, a donné son nom à ces formes, connues maintenant comme les lignes Nazca. Les gens ont été rapidement fascinés et ont voulu savoir ce qu'étaient ces lignes. Comment sont-elles apparues dans ce désert inhospitalier? Qui les a tracées et qu'est-il advenu de ce peuple? David Johnson, un professeur d'université devenu explorateur, a passé de nombreuses années à étudier ces dessins. Les lignes Nazca que les gens connaissent le mieux sont celles que vous voyez depuis l'avion. Elles sont grandes, larges et ont résisté au temps, mais il y a des centaines de milliers d'autres lignes. De longues lignes forment d'étonnants dessins, certains visibles depuis l'espace. Il y a des animaux, des plantes, une immense créature longue comme 2 terrains de football. Voici un portrait d'astronaute. C'est ce qu'a affirmé le Suisse Erich von Däniken quand il a étudié les lignes Nazca pendant les années 60 et 70. Von Däniken a surpris en déclarant que certaines de ces lignes étaient construites avec une telle précision qu'elles pouvaient servir de piste d'atterrissage pour des vaisseaux venus de l'espace. Des centaines de ces triangles en forme de trapèze sont visibles depuis le ciel. À la suite de ces déclarations, les gens ont commencé à voir dans chacune de ces formes dessinées sur le sol la marque d'une présence extraterrestre. Les explications de l'auteur suisse ont trouvé une étrange résonance quand les archéologues ont découvert ce crâne à la forme étrange près des lignes Nazca. Mais il y a un mystère plus profond encore. Qui donc a pu, durant si longtemps, tracer ces formes et comment ont-ils survécu dans un des déserts les plus arides du monde? Ils ont eu besoin de grandes quantités d'eau. Comment la trouvaient-ils? David Johnson a mis au point une nouvelle théorie. Cet endroit était sec il y a 3000 ans, comme aujourd'hui. Les gens qui vivaient là savaient localiser les sources d'eau, ou alors ils n'auraient pas pu vivre ici durant des années. Pour vérifier ces hypothèses, David a demandé au professeur Stephen Maybe, un expert en hydrologie de l'université du Massachusetts, de lui venir en aide. Là où nous sommes, il pleut rarement. Les habitants de cette zone n'ont pas souvenir de chutes de pluie depuis au moins 50 ans. La pluie ne tombe pas vraiment ici, et il n'y a pas moyen d'apporter de l'eau. Ensemble, ils sont partis assez loin dans le désert pour éprouver la théorie de David.
Cette partie du désert n'a jamais été explorée. Cela paraît incroyable, mais vous êtes à un endroit de la Terre pratiquement inconnu, où il existe très peu de pistes. Cette terre stérile recèle bien des surprises. Les habitants, à l'époque, savaient comment y ménager des cultures pour y produire assez de nourriture, le temps de dessiner les lignes. Comment ont-ils pu relever un tel défi? Et quel événement a pu faire disparaître une culture si ingénieuse? Le professeur Marcus Reindel est membre de l'Institut allemand d'archéologie comparée. Avec son équipe, il a passé de nombreuses années à étudier et à relever en détail les lignes Nazca, c'est-à-dire fouiller, puis reconstituer les vestiges, les poteries trouvées en très grand nombre. Nous devons tout tamiser pour récupérer le moindre petit morceau de poterie. Ensuite, dans les laboratoires, nous pouvons souvent les reconstituer entièrement après un travail minutieux. Marcus Reindel a découvert des ateliers de fabrication de ces poteries. Celles-ci sont décorées des mêmes motifs, des animaux identiques à ceux représentés sur le sol. Il est certain que les créateurs des lignes sont aussi les créateurs de ces vases, mais la datation pose d'insurmontables problèmes. L'âge des lignes est difficile à estimer, car les traces sur cette surface mettent des siècles à se transformer. Par exemple, on trouve des traces de gouttes de pluie tombées il y a 4 ans et encore imprimées sur les pierres poussiéreuses. Mais Marcus Reindel a utilisé la technique de la datation au carbone 14 pour dater les restes de nourriture et de vêtements. Cette méthode, assez précise, a permis de savoir que les premières lignes ont été tracées en 400 avant Jésus-Christ. Les origines des lignes Nazca se trouvent dans les dessins gravés sur des pierres découvertes dans la vallée. Les mêmes figures apparaissent dès le début, toujours sur les versants des montagnes. Ces dessins sont assez petits, environ 10, 15, 20 mètres, et très figuratifs. Ces personnages, ces créatures et ces spirales, les Nazca les ont dessinés plus grands et de manière plus abstraite quand ils ont commencé à les tracer dans les plaines. On peut voir un développement depuis des personnages vers des traits, puis des espaces vides, comme des grands trapèzes. Ces formes ont changé tout au long de la période de construction des lignes. Marcus Reindel a découvert que les Nazca ont créé de nouvelles formes jusqu'à l'arrêt brutal et mystérieux vers 600 après Jésus-Christ. Pendant un millénaire, ces dessins ont été réalisés par de petits groupes de personnes, génération après génération. Mais comment ont-ils été tracés? Qu'est-ce que nous avons ici? Une surface de gravier sableux typique de ce désert. Quand les habitants ont créé les lignes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré ce sable sombre pour laisser apparaître une matière très claire et créer un contraste saisissant. Les lignes claires sont si brillantes qu'on ne peut les rater. Une nouvelle figure devait se remarquer particulièrement. Aujourd'hui, elles sont si effacées qu'il est difficile de les voir précisément. David est tombé par hasard sur un trapèze inachevé dans le désert. Leurs outils sont encore là. Ils ont apporté des tas de pieux. Ils ont déversé des paniers de pierres, de galets, et ici, les lignes sont jalonnées, prêtes à être achevées. David a repéré une série de poteaux que les Nazca ont installés pour indiquer les bords d'un trapèze. Et Marcus Reindel a une mauvaise nouvelle pour ceux qui continuent à voir des pistes d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Nos relevés ont montré que même si les lignes sont très droites et tracées avec précision, elles sont souvent courbes. Les travaux rigoureux des scientifiques ruinent peu à peu ceux qui, avec von Daniken, voulaient imaginer la présence des extraterrestres. Certaines de ces lignes, visibles depuis l'espace,
sont maintenant considérés comme des jalons ou des indications pour de longs trajets. Marcus Rendell a découvert que le peuple Nazca commerçait avec d'autres peuples à des milliers de kilomètres. Mais ces recherches sont aussi une course contre le temps. Chaque site archéologique de la région recèle des trésors d'art ancien, dont la valeur sur le marché est inestimable. Les sites connus sont la cible des pilleurs de tombes qui ont détruit de précieux indices pour comprendre les secrets Nazca. Le chantier sur lequel travaille Marcus a été pillé peu avant son arrivée. Il est clair qu'ils trouvent de grands trésors, de l'or, des poteries et d'autres choses encore, qu'ils mettent sur le marché de l'art, mais qu'ils ne sont pas intéressés par les objets cassés. Mais les pilleurs ont laissé quelque chose qui n'a pas de prix, les anciens Nazca eux-mêmes. Le sol est si sec que leurs momies sont parfaitement conservées. Cet incroyable état de préservation permet de comprendre de nombreux détails de leur vie dans ce désert. Voici les restes d'un individu qui s'est donné beaucoup de mal pour préserver sa magnifique chevelure tressée. C'est le crâne d'un ennemi, utilisé comme trophée, les lèvres scellées avec des épines de cactus. Et ce crâne terrifiant, qui a permis d'étayer la théorie de la présence d'extraterrestres, Marcus Rendell sait maintenant exactement ce que c'est. Une analyse scrupuleuse et le contenu des tombes révèlent que ce crâne a été déformé par des morceaux d'étoffe fermement serrés tout autour au moment de l'enfance, quand les os sont mous. C'est un crâne des tout premiers Nazca. Mais une incroyable surprise attend les archéologues qui travaillent sur ces fouilles. Ce peuple très avancé a vécu dans ce désert, produisant assez de nourriture pour faire vivre des potiers, des tisserands, des guerriers et des constructeurs. Pour cela, il devait disposer d'abondantes sources d'eau. Et David Johnson pense qu'il a découvert que ces lignes Nazca ont un rapport avec l'eau. Il est parvenu à cette réflexion presque par hasard, dans un moment d'inspiration. Je restais assis, je regardais autour de moi et tout à coup j'ai pensé que je tenais quelque chose. On doit vérifier le niveau d'huile. Oui. David Johnson arpente le désert à la recherche d'une preuve pour étayer sa théorie sur les lignes Nazca. Le professeur Stephen Maybe, le géologue, va l'aider à vérifier son hypothèse. C'est un expert qui connaît bien l'évolution des cours d'eau à travers le temps. Il est fasciné par ces étranges marques laissées par un peuple qui savait cultiver d'abondance dans le désert. C'est un endroit très aride. Il y a du vent, du sable, des graviers. Il n'y a pas de végétation. Vous ne trouverez pas d'insectes ni d'oiseaux. Ce désert est absolument stérile. Ici, la population s'est installée dans un îlot de verdure, irrigué par de mystérieux aqueducs qui sortent dans la vallée. Ils sont si importants que chaque année, les descendants des Nazca risquent leur vie pour les nettoyer et en assurer le débit. C'est un travail dangereux. La terre bouge régulièrement, secouée de violents tremblements de terre. Ces images ont été prises dans l'instant qui a suivi un tremblement de terre qui a détruit 80% de la ville de Nazca. Peu de temps après, le sol a de nouveau tremblé, fracassant tout et ouvrant des failles dans la terre. Ces failles et les mystérieux aqueducs sont liés, d'après la nouvelle théorie de David Johnson. Mais ce rapport n'était pas évident lors de sa venue à Nazca pour la première fois. Il est arrivé un jour et les habitants ont découvert qu'ils pouvaient localiser les puits avec une paire de simples morceaux de fil de fer. En 1995, je suis arrivé dans la région en touriste avec ma femme. Nous sommes restés une semaine et durant toute la semaine, j'ai en fait cherché un puits dans un endroit où, d'après les gens, il n'y avait pas d'eau. Les baguettes que j'utilise forment un L. Elles sont coupées dans un fil de fer. Elles peuvent être en acier, en fer, en bronze, n'importe quoi sauf de l'aluminium. Je les glisse dans des corps de stylo
pour les séparer de ma main et pour qu'elles puissent tourner librement. Je ne les touche pas et donc je les prends comme ça, parallèles et perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Elles pointent dans la direction de la source d'eau. Ici, nous voyons qu'il y en a une tout près. Et au fur et à mesure que je me dirige vers elles, les baguettes m'indiquent la bonne direction. Si je croise l'eau, elles se croisent. Dans notre cas, c'est une source de faible puissance. Si elles se croisent totalement, c'est une source importante. Si elles se croisent à peine, il n'y a pas vraiment d'eau. Nous sommes maintenant au bord de ce cours d'eau. Elle nous montre à nouveau la limite. Je peux donc savoir où se trouvent les sources. Dès que je m'éloigne, elles sont parallèles à nouveau. C'est au cours de la recherche d'un puits que David a eu la surprise qui a changé sa vie. En suivant ses baguettes, il a longé un aqueduc souterrain. Je suis monté en haut de la colline, j'ai regardé la pente et devant moi, je voyais tout le système, la preuve que je cherchais. À ce moment-là, l'émotion est très forte. Je me suis assis, j'ai regardé tout autour et je me suis dit, j'ai quelque chose. Par sa subite révélation, David venait de mettre en évidence les liens entre les cours d'eau souterrains, les fractures causées par les tremblements de terre et les lignes Nazca. Il a compris que ce peuple avait dessiné toutes ces formes pour indiquer les fractures géologiques qui permettent la circulation de l'eau. Excité, David a remis en cause sa théorie. Il a commencé à suivre les lignes pour voir si elles le menaient à des points d'eau. C'est le cas. Il a passé des mois à arpenter le désert, mais il restait à convaincre les autres chercheurs. Il exposa sa découverte à Stephen Maybe. J'ai été séduit. Sans plus de questions, je me suis dit que cette idée valait le coup d'être vérifiée. Mais Steve est sceptique face aux baguettes de David et préfère démontrer cette théorie scientifiquement. Il veut être certain que quand les lignes Nazca, les fractures du sol et les cours d'eau se rejoignent, ce n'est pas le fruit du hasard. Je préfère la science et les faits pour écrire cette histoire plutôt qu'un homme marchant dans le désert avec 2 fils de fer. Ils se sont rendus loin dans le désert au moment le plus chaud, le plus sec de l'année. Et là, de l'eau en abondance arrivait de quelque part. L'eau coule d'une source au fond de la vallée qui descend d'une péninsule rocheuse. Les vestiges des anciens Nazca sont encore visibles. Ils ont utilisé cette source il y a 2000 ans. Mais d'où vient cette eau? Les pluies sont si rares ici qu'elles ne peuvent alimenter une telle source. Il y a une autre origine. Stephen croit savoir où se situe cette origine. À 1 heure de Nazca, les Andes se dressent à plusieurs kilomètres d'altitude. Les études de Stephen montrent que l'eau descend de ces sommets empruntant les failles créées par les tremblements de terre. Une partie de cette eau se diffuse dans le sol et migre grâce aux interconnexions entre les failles et les fractures. Mais la certitude de retrouver les sources dans ce désert sans route était faible pour les anciens habitants du désert. Ils savaient comment les situer avec précision. Il y a 1500 ans, ils ont construit certains de ces aqueducs et au même moment, ils ont dessiné de gigantesques trapèzes sur le sol. Dans la vallée, Stephen a trouvé d'autres preuves. Regarde, c'est magnifique. Tu peux voir au moins 3 failles là-bas. Une grande où tu as la couleur jaune clair, puis le sable brun, et enfin la terre rouge. Dans la vallée, un site important Nazca est situé près d'une source souterraine. Mais les pilleurs de tombes sont passés les premiers. On trouve des morceaux de poterie brisés, un atelier de tissage et une seule tombe dans un grand espace. Ils ont découvert une faille et un village. Ils doivent maintenant trouver un trapèze. Les 3 éléments sont nécessaires pour confirmer la théorie de David. Plus loin dans la vallée, il est là.
estompé mais bien visible depuis les hauteurs. C'est un remarquable indicateur du point d'eau. La théorie de David vient de trouver sa confirmation. Ce lieu et bien d'autres ont apporté des éléments probants à cette explication. De nombreuses lignes coïncident avec des failles et des sources. Mais David et Stephen rentrent à Nazca pour obtenir plus de détails. C'est une histoire vraiment très compliquée que nous essayons de raconter ici. J'ignore encore s'il y a une seule et même raison qui pourrait tout expliquer. Ces nouvelles études pourraient finalement révéler que les Nazca pointaient les sources d'eau grâce à leur mystérieux dessin. Je pense honnêtement que nous allons trouver que les failles, les sources d'eau, ont un lien étroit avec les formes trapézoïdales. David Johnson reste persuadé que sa découverte permettra de mieux comprendre les savoirs de ces peuples anciens. Ce peuple était très avancé. Il n'avait pas d'ordinateur, pas de camion, pas d'avion, mais il a été capable de comprendre de façon incroyablement subtile son environnement. Mais finalement, qu'est-ce qui a conduit la population à partir vers la ville de Nazca? Qu'a-t-il pu arriver à cette culture pour qu'elle disparaisse alors que ces hommes et ces femmes savaient si bien vivre dans ce désert hostile? La réponse est peut-être cachée dans les rapports des trapèzes et de l'espace. Le professeur Mike Bailey nous parle d'une catastrophe immense qui s'est produite juste au moment où les lignes Nazca s'arrêtent. C'est le seul événement depuis 2000 ans dont on trouve des traces partout. Le professeur Mike Bailey dirige le plus important laboratoire d'analyse du bois à la Queen's University de Belfast. La coupe d'un tronc laisse apparaître les anneaux laissés par la croissance de l'arbre saison après saison. Ils permettent au bois ancien de révéler si le climat a été dur ou propice à la croissance de l'arbre. Cet échantillon date de l'époque où les Nazcas ont arrêté de tracer les lignes. On constate 7 années de catastrophe climatique. Nous ne cherchons pas seulement si les arbres ont bien ou mal réagi au climat pendant leur croissance. Nous parlons ici d'agressions physiques de plusieurs sortes. Plus on se penche sur ce problème, plus il devient clair. C'est un événement particulier, absolument global, dans le sens où on trouve des traces sur l'ensemble de la planète. Amérique du Sud, Amérique du Nord, Sibérie, Europe. C'est un vrai bouleversement de l'environnement. C'est exactement l'effet que produirait un grand nuage de poussière qui accompagnerait une super éruption. Mike Bailey propose une autre solution. Quel événement peut induire un tel bouleversement de l'environnement? Quelque chose comme la collision avec une comète. Quelque chose qui frappe fortement l'atmosphère et disperse des particules dans l'air depuis l'espace. Ce désastre est-il la preuve d'un rapport entre les lignes et une hypothétique connexion extraterrestre? Quand les rendements de leur culture ont commencé à diminuer, ces cultivateurs n'ont rien pu faire en dépit de leur connaissance de l'environnement. Les lignes qui indiquaient les sources n'étaient plus utiles. Et à la fin, ces maîtres du désert ont dû abandonner leur village ou mourir, laissant des marques pour rappeler leur existence et fasciner les explorateurs. Les lignes Nazca sont devenues célèbres il y a moins d'un siècle quand on a commencé à vouloir en savoir plus sur une des plus anciennes civilisations qui a engendré une légende fascinante. C'est la légende d'une civilisation très raffinée appelée Atlantide, subitement engloutie par la mer sans laisser de traces. Une histoire qui a conduit des individus durant de nombreuses années à la recherche de son emplacement. Ces acteurs grecs préparent un spectacle basé sur une adaptation du texte de Platon, le grand philosophe grec à l'origine de ce mystère. En 360 avant Jésus-Christ, dans un de ses dialogues sur les théories politiques, il change bizarrement de sujet. Ces dialogues ont été étudiés par l'archéologue, le professeur Colin MacDonald.
Soudain, au milieu de ce texte, arrive l'histoire de l'Atlantide. Elle est racontée avec beaucoup de détails, comme s'il avait une source très précise d'informations. Beaucoup considèrent cette histoire comme un stratagème pour expliquer la politique. Mais Platon a écrit un récit qui explique comment Critias a été appelé à raconter ce conte à Socrate. Critias, raconte-nous cette fameuse et vieille histoire dont on dit qu'elle n'est pas une légende, mais un fait bien réel. C'est un conte venu d'Égypte voilà très longtemps, Socrate. Platon raconte que cette histoire est arrivée en Grèce 2 siècles plus tôt, c'est-à-dire 560 ans avant Jésus-Christ. Un voyageur la tenait de prêtres égyptiens qui racontaient que cette histoire était encore plus ancienne que leur propre civilisation. Cette histoire parle d'une île magnifique et puissante située dans le grand océan. Il y a 9000 ans, elle disparut. Un violent tremblement de terre et un ouragan la firent disparaître en un jour et une nuit. Dès que cette histoire égyptienne fut connue en Grèce, les gens furent fascinés. Où se situe l'Atlantide? Quelle catastrophe l'a fait disparaître? Comment cette histoire est arrivée en Égypte? Pour répondre à ces questions, nous devons abandonner notre conception moderne du monde, car la géographie des anciens Grecs est très différente de la nôtre, et les noms, les endroits décrits par Platon ont eux-mêmes changé par rapport aux indications égyptiennes. Dis-nous plus de choses. Le premier roi de l'île était Atlas. C'est pourquoi l'océan est nommé Atlantique et l'île Atlantide. Ce que nous appelons maintenant l'Atlantique est un grand océan qui entoure le monde connu des Grecs, qui à l'époque était beaucoup plus petit que ce que nous connaissons. L'Atlantide pourrait se situer n'importe où dans le monde si on considère les géographes. Près de 2000 livres ont été écrits sur le sujet et peu s'accordent. Même l'Antarctique a été évoqué pour être l'île perdue. Mais à l'heure actuelle, la géologie et l'archéologie permettent de situer une grande catastrophe et de la localiser avec précision. Dale Domine-Hose, géologue et expert en désastres naturels, a étudié un événement en particulier. C'est sûrement un des plus grands événements de ces 10 000 dernières années. Il a tout changé. Pendant 2000 ans, la plupart des gens ont pris cette histoire de l'Atlantide pour un mythe. Mais la science apporte de nombreuses preuves d'un grand cataclysme qui a brisé des civilisations. Dale Domine-Hose a enquêté sur plusieurs de ces désastres au cours de l'histoire récente. L'histoire de l'environnement n'est pas linéaire et tranquille. Elle est ponctuée par des chocs violents, de grande magnitude, qui changent le cours de l'histoire et du temps. Dale pense avoir découvert quelle catastrophe a donné naissance au mythe de l'Atlantide. Mais un autre passionné par la cité engloutie, Jim Allen, pense qu'il a découvert la civilisation disparue à l'autre bout du monde. C'est un spécialiste de l'imagerie aérienne et sa localisation de l'Atlantide, d'après un détail du texte de Platon, est complètement inattendue. Une grande plaine irriguée rectangulaire qui produit une grande variété de végétaux, de fruits, des noix. Les prêtres de l'Égypte en connaissaient les mesures exactes, comme celles de l'île tout entière. Jim Allen a durant de nombreuses années étudié des plans et des images satellites en utilisant le stade, la mesure de la Grèce ancienne. Au début, je me suis intéressé aux alignements de Stonehenge à ceux des pyramides, puis j'ai commencé une grande étude sur les systèmes de mesure de la Grèce ancienne. J'ai été intrigué par le texte de Platon sur l'Atlantide, dans lequel il parle d'une plaine de 3000 par 2000 stades grecs. J'ai alors cherché et je pense savoir où se trouve cet endroit. Jim situe cette plaine à un endroit qui n'a pas vu d'eau de mer depuis des millions d'années. Loin de la tradition, il y est arrivé sans bateau,
mais armé de cartes, de relevés précis et d'une grande idée. Je suis convaincu que l'Atlantide et l'Amérique du Sud sont une seule et même terre. La capitale était située sur l'altiplano qui ressemble à la plaine rectangulaire dont parle Platon. L'altiplano bolivien culmine à 3200 mètres d'altitude. Jim, d'après ses recherches, explique pourquoi il a choisi cet endroit qui n'est pas au niveau de la mer. Si vous considérez que l'île qui a sombré était une île volcanique sur l'altiplano, elle a pu tout à fait disparaître en un jour et une nuit. Ce qui est apparemment un endroit sec peut, quand il pleut très fort, devenir une mer intérieure alors qu'il s'agit seulement d'une inondation. Mais ça ne résout pas le problème de savoir comment l'histoire est arrivée en Égypte. D'après Jim, les Atlantes utilisaient une version plus grande des bateaux de roseau qu'utilisent encore les Sud-Américains. Dans ces temps anciens, les gens ont voyagé sur de grands bateaux construits en roseau. Ils ont traversé l'océan Atlantique ou l'océan Indien pour arriver à ce que nous appelons maintenant le golfe Persique ou la Mésopotamie. Jim n'a pas trouvé de preuves tangibles pour étayer sa théorie, et il continue à chercher l'Atlantide dans les Andes. Ce que je cherche est le fond de vérité derrière la légende pour découvrir le lieu de cette fabuleuse civilisation. Est-il possible de révéler plus qu'un fond de vérité? Les chercheurs peuvent-ils réconcilier Platon et la science historique moderne? Les découvertes récentes ont mis en évidence un désastre immense capable d'anéantir un pays entier. Ce désastre est contemporain de la disparition supposée de l'Atlantide. Il y a 12 000 ans, à la fin du dernier âge glaciaire, une subite fonte des glaces a entraîné une forte montée des eaux qui a noyé les terres les plus basses. Soit peu de temps avant le désastre décrit par les prêtres égyptiens. Le docteur Stephen Oppenheimer utilise les analyses génétiques pour démêler l'écheveau des migrations consécutives aux inondations. Certains, passionnés par la recherche de l'Atlantide, pensent, en lisant son livre, qu'il sait où est l'île perdue. Mais où est-ce? Platon donne un indice. Le climat était si clément que 2 récoltes étaient possibles chaque année. Les animaux étaient nombreux, y compris les éléphants. Ces détails semblent indiquer une île tropicale que Stephen Oppenheimer connaît bien. Cet endroit, avec une telle variété et une telle abondance de nourriture, ne peut qu'être en Asie du Sud-Est, région qui a le plus souffert des inondations. Quand ils ont fui les terres qui forment maintenant le fond de la mer de Chine, les survivants ont apporté avec eux les récits du désastre. L'Asie du Sud-Est a été continuellement habitée, y compris pendant le dernier âge glaciaire. Les gens vivaient là quand l'eau est montée. Mais comment cette histoire a atteint les rives du Nil il y a des milliers d'années? Stephen Oppenheimer a une idée. Il existait depuis longtemps un commerce est-ouest entre l'Asie et la Méditerranée. Ces échanges sont avérés par une épice découverte en Syrie, à Turka, un clou de girofle. Il pousse uniquement dans 2 îles de l'archipel des Moluques en Asie du Sud-Est, ce qui signifie que ces épices étaient l'objet d'un commerce entre ces îles et la Méditerranée, voici 3700 ans. La légende a peut-être voyagé avec ces épices. Le temps passant, à chaque nouvelle étape, l'histoire s'embellit, se transforme jusqu'à Platon. Mais ce que nous raconte le philosophe montre que le mythe n'a pas forcément voyagé depuis l'Amérique ou l'Asie. Dans sa version, l'Atlantide et Athènes sont détruites en même temps. Or, Athènes se situe à droite sur la ligne de faille qui parcourt la mer Égée. Les secousses sismiques sont fréquentes dans les îles de la mer Égée. Chaque année, les habitants de l'île de Santorin se rappellent les disparus du tremblement de terre de 1956. Cette île est en fait un volcan très actif, un de ceux que Dale Dominer House a étudié.
La mer Égée est traversée par des lignes de failles qui vont de l'est à l'ouest et du nord-est au sud-ouest, ce qui produit de nombreux tremblements de terre et permet à des volcans comme Santorin de se développer. Ces lignes sur les falaises de Santorin sont l'enregistrement de millions d'années d'activité volcanique. Pour les traqueurs de l'Atlantide, les 90 derniers mètres et le grand trou qui est maintenant la baie ont une grande importance. Les archéologues et les géologues savent que ce sont les indicateurs d'un événement gigantesque et singulier qui donne du crédit à l'histoire de Platon. Le seul désastre connu des archéologues qui a les dimensions épiques décrites dans le mythe de l'Atlantide est l'éruption de l'île de Santorin. Cette formidable éruption a eu de telles conséquences que la croissance des arbres en a été perturbée pendant les années qui ont suivi. Leurs anneaux pointent avec exactitude l'année de la catastrophe. Quand on regarde ces arbres en plusieurs endroits, on constate que la croissance a été freinée, vraiment extrêmement ralentie, et cela a commencé en 628 avant Jésus-Christ et a duré plusieurs années. Mike Bailey a remarqué ce phénomène dans les bois anciens de nombreux pays d'Europe. Vous pouvez voir encore une autre de ces traces. C'est quelque chose de très courant. Toutes les civilisations proches de cette éruption massive ont été touchées. Il y a 100 ans, les archéologues ont découvert une civilisation très ancienne sur l'île de Crète, située à seulement 110 km au sud de Santorin, une proximité du volcan qui lui sera fatale. L'archéologue Colin MacDonald a passé toute sa carrière à fouiller pour exhumer les secrets des palais de la Crète préhistorique. Le site de Knossos est le plus ancien de l'île. C'est la plus ancienne trace d'habitation, vieille de 9000 ans. Mais c'est seulement durant le second millénaire avant Jésus-Christ que la plus ancienne civilisation d'Europe s'accomplit. Peuple de marins, les Minoens ont utilisé Santorin comme une étape commerciale importante et une ville entière a été bâtie sur cette île. Les archéologues ont relevé d'étranges parallèles avec l'histoire racontée par Platon. Toute la cité était pleine de bruit et d'activité, aux superbes bâtisses de pierres blanches, noires et rouges. Toute l'île de Santorin repose sur les roches blanches, noires et rouges d'origine volcanique utilisées pour la construction et présente de nombreuses sources chaudes qui jaillissent encore dans le centre d'une des petites îles de l'archipel. Il y avait des fontaines d'eau chaude et froide. Les thermes publics les utilisaient comme bains chauds l'hiver. Le palais de Knossos avait des bains et un système de chauffage central il y a 3700 ans. L'île était un centre de commerce florissant. Les puissants navires à voile de la flotte minoenne commerçaient avec toute la Méditerranée jusqu'en Égypte. On retrouve l'origine de l'histoire de Platon. La civilisation minoenne a-t-elle disparu comme l'Atlantide de la légende? Les géologues et les archéologues commencent à dresser un tableau exact de ce qui s'est passé en 628 avant Jésus-Christ. Juste avant l'éruption, la Crète a dû être frappée par un tremblement de terre qui a causé de gros dégâts dans l'île. À 110 km au nord, un tremblement de terre touche aussi Santorin. Ces cataclysmes sont-ils ceux décrits dans le texte de Platon? Les Minoens ont connu avant d'autres secousses, mais ils ne pouvaient pas imaginer la fureur de celle-ci. Dale Domine-Howe peut lire toute l'histoire dans la chronologie inscrite dans les cendres volcaniques qui couvrent Santorin. Nous trouvons des sols qui montrent une forte activité agricole. Ce sont les sols anciens. Après, nous avons la marque du début de l'éruption. Là, nous trouvons une fine couche de cendres et de petites pierres ponces.
Elle suggère une certaine activité pré-éruptive. Ce qui aurait dû entraîner l'évacuation de Santorin. Et quelque temps après, le volcan a explosé. En moins de 4 jours, l'aspect complet de l'île a changé. Cette immense éruption a dû être visible depuis tout l'est de la Méditerranée. La colonne de fumée crachée dans le ciel s'élevait à 36 ou 38 km au-dessus de leur tête. Puis les cendres et la pierre ponce ont commencé à retomber comme de la pluie sur la ville et le pays durant une journée. L'île de Santorin a été submergée sous une pluie de cendres. Depuis la crête, le spectacle a dû être absolument terrifiant. Ils pouvaient être témoins de cet événement même à des centaines de kilomètres. Ils ont sûrement vu cette immense colonne de fumée et de cendres monter dans le ciel. Les Égyptiens, eux aussi, ont pu voir ce nuage géant. Mais pour les Minoens, le pire était à venir. La pression dans le volcan est encore montée. Les explosions ont continué dans un grand fracas. De plus en plus de roches, de gaz ont été soufflés dans l'air. Des tonnes de cendres, de lave ont dévalé les pentes du volcan vers la vallée et brûlé tout sur leur passage. Finalement, le volcan s'est effondré sur lui-même. Une partie du volcan s'est écroulée, laissant un grand trou d'où s'échappaient des roches projetées dans l'air comme des missiles à 200 ou 300 km à l'heure. L'éruption a duré au moins 4 jours. Quatre jours d'obscurité pour le peuple minoen. À cause du nuage de cendres et de fumée, ce fut la nuit totale. Dale Domine-Howe explique qu'atteindre Santorin pour sauver les habitants était voué à l'échec à cause de l'éruption. Après l'explosion du volcan, le centre de la mer Égée était recouvert d'une petite couche de pierres ponces flottant à la surface. Ces pierres ont dérivé vers la côte nord de la Crète. On les trouve encore aujourd'hui. C'est exactement ce que Platon a décrit de la fin de l'Atlantide. Il ne restait rien, sauf un grand tas de loups. Ceux qui ont pu revenir à Santorin ont trouvé une île méconnaissable. Le port de commerce dynamique, connu dans de nombreux pays, avait disparu. Pour les Minoens, le tapis de cendres avait étouffé toute vie. Il faut très peu de cendres pour brûler et détruire la végétation. Et pendant plusieurs années, les cultures sont impossibles car les sols sont empoisonnés. La couche de cendres se retrouve dans des pays aussi éloignés de la Crète que le Liban, la Turquie, Chypre. À la suite de l'éruption, la puissance minoenne a commencé à décliner. Il y a de nombreuses preuves du déclin de cette civilisation qui était à son zénith juste avant la catastrophe. On assiste à une véritable désintégration de tout le système politique et social. Leur monde a changé. Les Minoens doutent de leur Dieu et se tournent vers des religions bizarres. Des rituels inquiétants et inhabituels apparaissent. On a découvert une forme rituelle de cannibalisme. 4 ou 5 jeunes gens étaient sacrifiés, puis leur corps découpé et la chair détachée des os. Cela sans justification religieuse. 150 ans plus tard, tout cela n'était plus qu'un souvenir. Encore 1000 ans, et Platon racontait la légende d'un peuple puissant, au savoir mystérieux.
Les grands murs qui entouraient la cité étaient recouverts de métal, un métal inconnu de nous. Ils vivaient sur une terre au milieu de la mer. Il y avait une montagne en son centre, de l'eau tout autour. Mais ils ont perdu tout pouvoir après le désastre qui les a saisis. Tout a disparu dans la mer en un jour et une nuit. Les Minoens utilisaient une des premières techniques d'écriture. Pourquoi n'ont-ils pas laissé de traces écrites du désastre? J'ai découvert les traces de l'écriture minoenne tout près d'ici sur un morceau de tablette. Cette écriture était surtout utilisée pour tenir des archives. Malgré cela, nous n'avons pas d'histoire, de récit. C'est véritablement une société préhistorique. Mais cette éruption fut vraiment gigantesque. Les contes ont dû en garder la trace. J'ai toujours trouvé très étrange qu'il n'y ait pas de mention de l'éruption de Santorin dans la mythologie et les histoires primitives. C'est impossible de croire qu'une telle chose n'ait pas été gravée dans la mémoire des Minoens et n'ait pas été transmise au moins oralement. C'est une énigme. Mais il y a plus étrange encore. Platon situe la disparition de l'Atlantide environ 8000 ans avant la destruction de Santorin. Mais il n'a jamais fini son histoire. Pourquoi une fin si infernale pour ce paradis? Platon décrit comment Critias commence à expliquer pourquoi les dieux ont décidé la fin de l'Atlantide. Zeus, le plus grand des dieux, la détruisit quand il vit que les Atlantes avaient perdu toute vertu. Ici, Platon arrête son récit aussi abruptement qu'il l'avait commencé, laissant une incroyable légende qui fascine depuis lors. Les civilisations disparues des Minoens et des Nazcas peuvent apparaître comme des événements uniques de l'histoire ancienne, mais nous pouvons en tirer des leçons pour notre avenir. Dale Domneyhoe en est convaincu. Quand nous nous retournons sur les vestiges historiques, archéologiques, nous voyons que le temps se déroule suivant des cycles qui se répètent. Si nous nous projetons dans le futur et considérons quel impact un tel événement pourrait avoir, nous aurions de sérieux problèmes pour y faire face et y survivre. Qui sait quand et où la prochaine grande catastrophe arrivera? Les archéologues explorent toujours le monde des cultures mystérieuses qui n'ont pas laissé de traces écrites. Des individus passionnés qui imaginent de nouvelles théories pour donner la position de l'Atlantide ou résoudre l'énigme des lignes Nazca. Une quête qui n'est pas prête de s'arrêter.